Je m'appelle Carter Ellison et il y a 3 semaines, j'ai enterré ma fille. Elle s'appelait Marlo. Elle avait 9 ans. 9 ans de bains parfumés à la lavande, de blagues absurdes et de vœux aux étoiles. Elle pensait que chaque étoile filante était un vœu qui n'attendait qu'une personne assez gentille pour le réclamer. Elle croyait que les crêpes pouvaient guérir n'importe quelle mauvaise journée, que le rire devait être fort et que la douleur pouvait être atténuée en tenant la main de quelqu'un assez longtemps. Le matin de ses funérailles, j'ai garé ma voiture sur le parking en face de la chapelle et j'ai fixé les grandes portes blanches comme si elles pouvaient m'offrir une autre porte d'entrée, une autre fin. Il était tôt. Le ciel était gris, ni dramatique, ni cinématographique, juste terne, comme si tout le reste avait été vidé de ses couleurs depuis l'arrivée de l'hôpital. J'ai regardé les gens entrer petit à petit, la tête baissée, certains tenant des mouchoirs avant qu'une seule larme ne coule. Des amis du travail, l'institutrice de Marlo, quelques voisins. J'ai continué à observer, attendant un visage qui n'est jamais venu. Personne de la famille de ma femme n'était présent. Ni ses parents, ni sa sœur, Élise. Et ils n'étaient pas en retard. Ils étaient absents, intentionnellement, impardonnablement absents. Élise, celle qui gardait Marlo pendant que nous allions en thérapie de couple. La même Élise qui avait un jour peint une fresque d'étoiles au plafond de la chambre de Marlo. Elle avait déplacé sa pendaison de crémaillère à ce même samedi. Pas annulée, mais reprogrammée pour ne pas gêner le traiteur. Je l'ai découvert en voyant son invitation publiée sur les réseaux sociaux. Le rose et l'or s'opposaient à un nouveau départ chez Alisa. J'ai demandé à ma femme pourquoi. Pourquoi sa sœur, ses parents, notre famille ne venaient pas lui dire au revoir. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone, assise au bord du lit, à faire défiler les informations comme si c'était n'importe quel matin. C'était déjà prévu, a-t-elle dit. C'était tout. Pas un tremblement dans la voix. Pas une once de tristesse, juste un planning. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a craqué. Pas de façon bruyante, ni brutale. C'était plus silencieux que ça, comme le bruit d'un fil qui se casse au milieu d'une tempête. C'était le moment où j'ai cessé d'être leur gendre, leur beau-frère, et même leur mari. J'avais pensé que le chagrin arriverait comme un torrent, accablant et impossible à ignorer. Mais au lieu de cela, il est arrivé dans les petites choses, dans le silence qui s'était trop prolongé entre nous. Dans sa façon de ne plus me tendre la main. Dans les plats en cocotte laissés intacts sur notre porche par de gentils voisins. Dans son absence, non seulement aux funérailles, mais à chaque instant qui aurait dû compter. Je suis entré seul dans la chapelle, assis sur le premier banc, où la section familiale était marquée par des ceintures blanches, toutes vides. Je pensais que quelqu'un changerait d'avis à la dernière minute. Peut-être que son père apparaîtrait avec ce hochement de tête raide et gêné qu'il adressait toujours, ou que sa mère débarquerait en retard, s'excusant et pleurant faussement. Mais les seules personnes qui sont venues étaient les miennes, des amis, des collègues, et même l'infirmière pédiatrique de Marlo, qui n'était pas obligée d'être là pendant son jour de congé. La cérémonie était magnifique, comme une épreuve déchirante peut être tendre. Les dessins de Marlo ornent le devant, des fusées, des étoiles, des fils avec des visages, et une petite version dessin animé de moi avec une cape et les mots « Mon papa sauve des jours ». Sa chanson préférée jouait doucement en boucle, un air de ukulélé rigolo qu'elle adorait fredonner en se brossant les dents. Et tandis que j'étais assise là, engourdie et effondrée intérieurement, je ne pouvais m'empêcher de penser à la story Instagram d'Alisa, celle où elle souriait devant un verre de vin dans sa nouvelle cuisine, entourée de ballons. Le deuil ne crie pas toujours. Parfois, il s'assoit à vos côtés en silence et vous met au défi de parler le premier. À la fin de la cérémonie, des gens sont venus me prendre dans leurs bras, me dire des mots gentils, partager des souvenirs. Mon corps était là, mais mon esprit revenait sans cesse aux mots déjà inscrits sur le calendrier. Je ne pouvais m'empêcher de les repasser en boucle dans ma tête comme une berceuse maudite. Ce soir-là, j'étais assis dans la cuisine. La maison était trop silencieuse. Il y avait des casseroles que je n'avais pas mangées, des fleurs que je n'avais pas senties, et des cartes de condoléances alignées comme autant de rappels de la façon dont le monde continuait à tourner. Alors même que la mienne s'effondrait, j'ai pris une carte non ouverte, puis une autre, puis une autre. Mes doigts bougeaient, mais mon esprit ne suivait pas. Quand j'ai enfin vérifié mon téléphone, il a vibré avec une unique notification. La story Instagram de ma femme. Elle était à la fête d'Alisa. Elle était là, en robe rouge, un verre de vin à la main, souriant comme si elle n'avait pas manqué l'enterrement de sa fille. Élise se tenait à côté d'elle, souriante.
Leurs parents étaient assis à une table à manger impeccable derrière eux. Ils semblaient heureux, détendus. Quelque chose dans cette image a brisé le peu qu'il me restait de capacité à excuser, à rationaliser. J'ai zoomé. J'ai regardé. J'ai scruté leur visage comme un puzzle. Comment pouvait-il avoir l'air si entier, si intact? Je n'ai pas dormi de la nuit. Je ne me suis même pas déshabillé. Je me suis juste assise sur le canapé à regarder de vieilles vidéos de Marlo. Celle où elle danse dans le jardin en tutu, se faisant appeler Commandant Sparkle. Celle où elle décore une crêpe avec des myrtilles et sourit au désordre. Celle où elle dort sur mes genoux, où je chante faux et où sa petite main me tapote la poitrine comme si j'étais un tambour qui lui appartenait. Je n'avais jamais imaginé le bruit qu'une maison pouvait faire en deuil. Les ruisseaux, le bourdonnement du réfrigérateur, les battements lointains de mon cœur. Ce soir-là, j'ai arrêté de me demander pourquoi il n'était pas là. J'ai arrêté d'avoir besoin d'explications, car certaines absences n'ont pas besoin de mots pour être comprises. Elles sont suffisamment fortes toutes seules. Et moi, j'en avais assez d'attendre qu'ils se manifestent. J'en avais assez d'espérer la décence de ceux qui échangeaient les adieux d'un enfant contre des cadeaux de fête. L'allée était vide ce jour-là, mais leur place dans nos villes était tout autant. Et malgré la douleur, ce vide devint clarté. Il me révélait qui j'étais vraiment, qui je devais être pour Marlo, pour moi-même, et peut-être, juste peut-être, pour l'homme qui ne laisserait plus le silence parler. J'ai enterré Marlo seul. Le vent apportait une étrange chaleur ce matin-là, comme si le temps osait se montrer normal un jour destiné à me briser. La chapelle sentait encore le lys et se polissait. Un mélange sucré et écœurant qui collait à mon manteau tandis que je me tenais près de son urne. Elle était petite, trop petite. Rien ne devrait être aussi petit. Pas un contenant destiné à supporter le poids d'une fille, mais elle était là, métallique et élégante, avec une petite gravure d'étoile autour de son nom. La dispute familiale restait intacte. J'aurais espéré que quelqu'un se présente. Même alors, une part naïve de moi croyait que ma femme franchirait peut-être la porte au dernier moment. Les larmes coulaient, les excuses fusaient, mais elle ne l'a pas fait, et ses parents non plus. Élise non plus. Le silence derrière moi était plus fort que n'importe quel éloge funèbre. Quelques amis s'étaient rassemblés, ma patronne, qui présentait ses condoléances d'une voix plus fragile que je ne l'avais jamais entendue. Madame Wilkes, notre voisine âgée, qui apportait de la soupe pendant les pires nuits de Marlo, et Sarah, l'institutrice de Marlo en CM1, qui serrait contre elle un dessin que Marlo avait fait de leur projet de vaisseau spatial en classe. Elle ne se contentait pas d'assister, elle pleurait. L'urne était posée sur un piédestal, à côté d'une table remplie de ses dessins. L'un d'eux représentait notre jardin, les étoiles au-dessus du hangar qu'elle appelait sa base de mission, et moi, vêtu d'une cape, volant à ses côtés avec les mots pour papa, qui dit toujours oui quand maman dit non. Les gens souriaient à celle-là, les yeux vitreux de larmes. Mais ma femme, elle, avait sa place froide et vide. Et je savais exactement où elle était, à l'autre bout de la ville, dans une maison qui avait appartenu à ma mère. Celle que Marlo appelait la maison de fée de grand-mère, avec ses buissons de lavande au bord de l'allée et sa balancelle grinçante sur laquelle elle s'endormait. Je l'ai découvert grâce à une vidéo en direct postée par Élise, tandis que j'étais assise à contempler les cendres de ma fille. Un extrait de 20 secondes défilant sur des coupes de champagne, des ballons argentés et une banderole sur laquelle on pouvait lire « À un nouveau départ ». Élise se tenait au centre, souriante, enveloppée dans une robe de soie, telle une princesse de banlieue. Ma femme était à l'arrière-plan, verre de vin levé, riant avec son père. Personne ne remarqua les chaises vides dans la chapelle. Personne ne remarqua l'homme qui ne pouvait même pas commencer à pleurer, car il n'y avait pas de place pour une telle douleur en lui. À la fin de la cérémonie, les gens s'éclipsèrent lentement. Certains me tapotèrent le dos. D'autres m'adressèrent ce doux sourire de pitié que je détestais maintenant. Madame Wills m'embrassa sur la joue et murmura, elle était une lumière dans un monde très sombre. J'acquiesçai, la voix éteinte depuis longtemps. Après le départ de tous, je restai. Juste moi dans l'urne. Assise au premier banc, je contemplais le veinage du bois du socle du cercueil. Marlo détestait le silence. Elle aurait détesté ce moment, alors j'ai parlé. Luciole, ai-je murmuré. C'est comme ça que je l'appelais quand elle portait ce ridicule pyjama phosphorescent et qu'elle se précipitait dans la maison en se faisant passer pour une météorite. Ils ne sont pas venus. Je pensais qu'ils pourraient venir, mais non. Ma gorge s'est serrée, mais je suis venu. Je viendrai toujours.
Je suis resté jusqu'à ce que le personnel me dise gentiment et respectueusement qu'il fallait fermer. Je suis sorti avec l'erne à la main et j'ai conduit lentement, presque délibérément, comme si la vitesse pouvait gâcher quelque chose de définitif. La maison était remplie du genre de bruit que seul le silence peut produire. Les murs résonnaient de souvenirs, rires dans le couloir, soirées dansantes dans la cuisine, bains moussants transformés en zones inondables. J'ai posé l'erne sur la cheminée à côté de son dessin préféré. Une carte du ciel avec des constellations qu'elle avait elle-même inventées. L'une d'elles s'appelait Dragon Gloussant. Il y avait 6 plats en cocotte intacts sur le plan de travail. Une douzaine de cartes de condoléances empilées à côté. Des lasagnes que je n'avais pas commandées étaient à moitié décongelées dans l'évier. Je me suis penché sur le plan de travail. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai ouvert Instagram. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Peut-être voulais-je confirmer que cette absence n'était pas un malentendu. Peut-être avais-je besoin de la voir pour croire à quel point les gens pouvaient être insensibles. La première photo que j'ai vue était celle du gâteau de crémaillère d'Alisa, 3 larmes, des roses fondantes, avec un lettrage doré, bienvenue à la maison. La deuxième, ma femme assise sur un canapé couleur crème, trinquant avec Élise. La troisième, une photo de groupe, tout sourire, verre levé, rire figé. J'ai zoomé sur le visage de ma femme. Elle avait l'air radieuse, euphorique, pas comme quelqu'un qui aurait manqué l'enterrement de son enfant. Pas comme quelqu'un en deuil. Elle rayonnait. La légende du poste d'Alisa disait « Entourez-vous de gens qui savent célébrer la vie ». J'ai failli jeter le téléphone, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté planté là, les mains tremblantes, à fixer une femme que je ne reconnaissais plus. Comment pouvait-on passer à autre chose si vite? Comment a-t-elle pu sourire le jour même où j'ai dit au revoir à notre fille? Je me suis assis à la table de la cuisine, les coudes sur le bois, la tête entre les mains. Je n'ai pas pleuré. Pas cette nuit-là. Je me sentais juste vide, comme si toutes mes émotions avaient été exhalées et laissées à l'abandon. Ce soir-là, j'ai ouvert le congélateur et j'ai trouvé le pot de glace que Marlo réclamait les jours difficiles. Rocky a écrit, j'ai pris un bol et je me suis assis devant la télé, feuilletant des vidéos personnelles stockées sur une clé USB. J'ai trouvé celle de son dernier anniversaire. Elle portait une couronne en papier et n'avait plus de sourcils après la chimio, mais elle souriait comme si le monde lui appartenait encore. En arrière-plan, ma femme était déjà lointaine, déjà ailleurs. Cela aurait dû tout me dire. J'ai regardé ce clip en boucle jusqu'à ce que la glace fonde dans le bol, intacte. Et quelque part, à des kilomètres de l'autre côté de la ville, j'ai imaginé des flûtes à champagne s'entrechoquant tandis que les gens trinquaient à du papier peint neuf et des bougies importées. Ils n'ont jamais vu la tombe. Ils n'ont jamais entendu la musique. Marlo aimait. Ils n'ont jamais traversé la salle de ses dessins, ni vu la façon dont j'ai touché cette urne comme si elle pouvait encore contenir sa chaleur. Et c'est peut-être là le plus impardonnable. Non pas qu'ils aient manqué les funérailles, mais qu'ils aient choisi de célébrer quelque chose de nouveau alors. Que quelque chose de beau était enterré. Je n'ai pas perdu qu'une fille ce jour-là. J'ai perdu l'illusion de la famille. J'ai perdu l'illusion de l'amour. Et j'ai gagné quelque chose de vif, de froid, de clair. Ils n'étaient pas en deuil. Ils en avaient fini. Et maintenant, moi aussi. Je pensais que le regret était un sentiment qui vous fait signe au cœur de la nuit, qu'il survenait brusquement, soudainement, comme marcher pieds nus sur un clou. Mais celui-là, ce regret est venu lentement, comme la pourriture. Il n'a pas été douloureux au début. Il s'est déguisé en gentillesse, en raison, en devoir familial. Et quand j'ai réalisé ce que j'avais donné, ce que j'avais transmis, il était trop tard pour faire comme si je n'avais pas connu mieux. La maison qu'Élise habite aujourd'hui, ce souvenir aux couleurs pastel et au parfum de lavande, n'est pas la sienne. Elle ne l'a jamais été. C'était la mienne. Mon héritage. Le dernier cadeau que ma mère m'avait fait avant que le cancer ne lui coupe le souffle, ne lui coupe le rire et ne lui coupe le souffle. Je me souviens encore du jour où elle me l'a cédé. Nous étions assises sur ce porche tordu. Elle portait ses gants de jardinage délavés et moi une cravate, car elle disait vouloir faire les choses correctement. Elle m'a tendu les clés et m'a murmuré, garde-la précieusement. Elle est à toi maintenant, pour ta famille. À l'époque, je pensais en avoir une. Quand Marlo est tombée malade, la maison est restée vide. Je n'avais pas le temps de la repeindre, de la louer, ni même de tondre la pelouse certaines semaines. Je vivais à l'hôpital, je suivais mes rendez-vous médicaux et les appels de mon assurance.
Le monde se réduisait aux seringues, aux fièvres nocturnes et au son de la respiration de ma fille à travers un moniteur. C'est alors qu'un bail m'a été proposé. Elle a dit que son bail arrivait à échéance et qu'elle avait besoin d'un endroit pour quelques mois seulement. Sa voix était mielleuse au téléphone. Juste le temps que je trouve un logement permanent, a-t-elle dit. Ce n'est pas comme si tu t'en servais, Carter. Elle a ri. Allez, je serai en sécurité avec toi. Et, épuisée, pleine de confiance aveugle, j'ai dit oui. Je lui ai donné les clés. Pas de bail, pas de document officiel, juste une poignée de main autour d'un verre de vin un soir et la conviction que la famille ne me baiserait pas. C'était il y a plus d'1 an. Depuis, Élise a redécoré, repeint les murs, remplacé les rosiers que ma mère avait plantés par des palmiers en plastique. J'ai vu des photos sur les réseaux sociaux. De nouveaux lustres, un miroir doré dans l'entrée qui m'a coûté plus cher que ma dernière déclaration d'impôt. Au début, j'ai cru qu'elle était locataire. Puis elle allait bientôt me demander la permission. Mais les mois ont passé. Puis Marlo est morte. Et soudain, je ne pleurais plus seulement ma fille. Je regardais un inconnu organiser des fêtes dans la maison de mon enfance. Aujourd'hui, quelque chose a craqué. C'était peut-être la 3e carte de condoléances d'une collègue qu'Élise n'avait jamais rencontrée. Peut-être le souvenir de Marlo traçant du doigt le carrelage de la cuisine, les appelant des carrés de lave. Ou peut-être que je ne pouvais plus supporter cette douleur sans rien faire. Alors, je suis parti à sa recherche. J'ai fouillé dans le placard du couloir jusqu'à ce que je trouve le vieux classeur, rouillé au coin, plein de garanties expirées et de reçus oubliés. Et là, une enveloppe manille étiquetée « Propriété, Westwick Lane ». L'écriture soignée de ma mère. À l'intérieur de l'acte, des relevés de charges, un relevé d'hypothèque marqué « Payé » en gras à l'encre noire. J'ai déplié l'acte lentement, craignant qu'il ne disparaisse si je clignais trop fort des yeux. Mon nom y était toujours. Pas de transfert, pas de signature de bail, pas de tampon de notaire, rien. Légalement, officiellement, sur le papier, Westwick Lane m'appartenait toujours. Mes doigts tremblaient lorsque j'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Monsieur Camp, l'avocat immobilier qui avait géré la succession après le décès de ma mère. Sa voix était calme, trop calme, comme si c'était un mardi comme les autres. Je lui ai tout expliqué. Mon souffle s'accélérait à chaque phrase. Alors j'ai demandé, cela veut dire que je suis toujours propriétaire du bien? Oui, monsieur Ellison, a-t-il dit après une pause. Rien n'a changé. Vous en êtes toujours le propriétaire légal. Il n'y a aucune trace de bail ni de transfert. Je n'ai pas répondu. Je suis resté assis là, le téléphone collé à mon oreille, les bords de l'acte de propriété s'enroulant sur mes genoux comme une blague cruelle. Pendant tout ce temps, tandis qu'il riait autour d'un verre de vin et arrosait les murs de champagne, j'étais celui qui regardait à l'extérieur. Non pas parce que je n'y étais pas autorisé, mais parce que j'avais oublié que j'avais le droit de récupérer ce qui m'appartenait. Une fois l'appel terminé, je n'ai pas bougé. La maison semblait plus lourde que d'habitude, comme si l'absence de Marlo avait enfin fait place à toutes les autres vérités que j'avais ignorées. J'ai traversé le salon, suis passé devant la photo encadrée d'elle déguisée en super-héroïne, le poing levé. Elle m'a dit un jour, les super-héros ne demandent pas la permission pour sauver la situation. Papa, ils le font, c'est tout. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. J'ai imprimé des copies de l'acte, tout photographié, étiqueté chaque dossier, puis j'ai répondu par SMS à Monsieur Camp. Commençons la procédure d'expulsion. Je veux qu'elle parte. Il a répondu en quelques minutes. Compris. Je vais rédiger l'avis. Elle aura 48 heures après la signification. 48 heures. Je me suis rassis, cette fois à la table à manger, et j'ai fixé mon ordinateur portable. Sur l'écran, j'ai vu une photo que j'avais prise 1 an plus tôt. Marlo assise sur les marches de Westwick Lane, coiffée d'un diadème en plastique et se faisant passer pour la reine du château de grand-mère. Derrière elle, le porche était encore ébréché, les parterres de fleurs envahis par la végétation, mais son sourire illuminait tout le cadre. Je n'avais pas regardé cette photo depuis son diagnostic. Respirer me faisait mal. Mais sous la douleur, quelque chose d'autre s'éveillait. Ni la rage, ni la vengeance, juste la lucidité. Ils en avaient assez pris. Ils avaient pris les funérailles. Ils avaient pris le matin. Ils ont pris la maison et l'ont remplie de rires injustifiés. Et pendant que j'étais occupé à croupir dans la culpabilité et le chagrin,
ils avaient vécu comme si de rien n'était. Eh bien, quelque chose s'est produit, et je n'allais plus me taire. Cette maison n'a jamais été la leur. Ce rire n'était pas mérité. Et ces clés, ces satanées clés, étaient une promesse de ma mère que j'étais enfin prête à tenir. Je me suis levé, j'ai attrapé mon manteau et j'ai quitté la maison. Ni pour crier, ni pour me disputer, juste pour respirer, pour me réapproprier. Et quelque part au fond de mon esprit, j'ai de nouveau entendu la voix de Marlo. Légère, douce, pragmatique. Papa, ne laisse pas les méchants gagner. Je ne serai pas une luciole. Plus maintenant. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongé dans mon lit, la lueur de mon téléphone éclairant le plafond. Les autocollants étoiles de Marlo au-dessus de ma tête s'estompaient sous l'effet des années de poussière. Le silence était fragile. J'entendais le bourdonnement du réfrigérateur en bas. Le léger craquement du plancher qui bougeait comme si la maison était exhalant des souvenirs qu'elle ne voulait plus porter. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Élise rire dans cette maison. Ma maison, avec des talons qui s'enfonçaient probablement dans le même parquet que ma mère cirait le dimanche. Il était minuit passé lorsque j'ai enfin ouvert mon message et suis revenu en arrière, non pas vers quelque chose de récent, mais vers le seul message que je ne m'étais pas autorisé à lire depuis la veille des funérailles. La mère de ma femme l'avait envoyé à 22h48. Un message si décontracté qu'il aurait tout aussi bien pu parler de réservation pour le dîner. Alors, désolé pour la perte, Carter, mais Élise a vraiment besoin de nous ce week-end. J'espère que tu comprends. Je me souviens l'avoir regardé fixement à ce moment-là, moi aussi, dans ce même lit quelques heures avant la cérémonie. Et j'avais répondu, je comprends. J'ai appuyé sur envoyer parce que je pensais que c'était nécessaire, parce que je pensais que maintenir la paix était plus important que d'exiger une présence. Mais en le relisant, j'ai compris autre chose. J'ai compris que j'avais toujours été pratique pour eux. Pas vraiment de la famille, mais utile. J'étais celui qui payait l'addition au dîner, qui a réparé le robinet qui fuyait chez son père, qui a discrètement payé la facture du vétérinaire d'urgence pour le vieux chien de sa mère. J'ai été généreuse avec des gens qui ne l'ont jamais été avec moi. Non pas par stupidité, mais par espoir. Le genre d'espoir qui vous dit que peut-être, juste peut-être, si vous continuez à donner, ils finiront par vous considérer comme leur fils. Mais la mort de Marlo ne les a pas rapprochés. Elle a révélé à quel point ils avaient toujours été éloignés. J'ai allumé la lampe à côté du lit et j'ai attrapé le dossier que Monsieur Camp m'avait envoyé par courriel plus tôt, le projet d'avis d'expulsion. Clair, précis, froid dans sa légalité, mais plus chaleureux dans son intention que tout ce qu'ils avaient fait pour moi depuis des années. Je l'ai lu 2 fois, puis relu. Les mots « vous êtes par la présente tenue de quitter les lieux dans les 48 heures » avaient un rythme. Ils ne criaient pas. Ils ne suppliaient pas. Ils posaient simplement une limite que j'aurais dû fixer depuis longtemps. J'ai repensé à toutes les fois où je leur avais trouvé des excuses. Chaque anniversaire où ils étaient arrivés en retard ou pas du tout. Chaque des vacances que j'ai passées comme chauffeur, garçon de course, celui qui n'hésitait pas à donner un coup de main. Et pendant la maladie de Marlo, tandis que je jonglais entre les quarts de nuit et les visites aux urgences, ils publiaient des photos de vacances et demandaient de ses nouvelles par SMS groupés, rarement individuellement. À son décès, je n'ai reçu aucun appel de leur part. Juste un SMS en silence. Je me suis assis à la table à manger dans le noir et j'ai commencé à écrire. Pas une lettre, juste des vérités sur des serviettes, des bouts de papier, au dos de cartes de condoléances que je n'avais pas encore jetées. Une sorte d'inventaire des années perdues à faire semblant que tout allait bien. J'ai payé la maison où tu as fêté ça. Je lui ai tenu la main pendant que sa fièvre montait à 42 degrés. Tu as dit que tu avais prévu un brunch. Je t'ai demandé une fois d'aller la chercher à l'école. Tu as dit que ce n'était pas notre responsabilité. Je t'ai pardonné à chaque fois, même quand tu ne demandais rien. Au lever du soleil, j'avais une petite pile de ces mots de vérité. Je n'avais pas prévu de les envoyer. Ils n'étaient pas pour eux. Ils étaient pour moi. Pour l'homme qui avait passé trop de temps à ravaler sa voix juste pour que ceux qui ne l'aimaient pas se sentent à l'aise. Quand le matin perça enfin les rideaux, je m'habillai en silence, imprimai les papiers d'expulsion et les plaçai dans une enveloppe en papier craft. Je la glissai dans mon sac et quittai la maison sans café. Le trajet jusqu'au bureau de Monsieur Camp me parut plus long que d'habitude, non pas en distance, mais en poids. Chaque pas portait en lui une décennie de frustration contenue.
Chaque respiration était un adieu silencieux à la partie de moi qui avait besoin de leur validation. Monsieur Kang m'accueillit de son ton calme et poli habituel. Il examina le document final avec moi, paragraphe par paragraphe. Je le signai. C'est tout, dit-il en tapotant le papier. Nous le ferons livrer cet après-midi. Une fois la notification reçue, ils auront 2 jours pour quitter les lieux. Merci, ai-je dit, et je le pensais vraiment. En sortant de son bureau, j'ai senti quelque chose dans ma poitrine se soulever. Pas vraiment de soulagement, pas encore, mais quelque chose s'est détendu, une tension s'est relâchée. Un souffle que je retenais depuis des mois, sans savoir que je l'avais retenu. De retour à la maison, je me suis assis sur le canapé, téléphone à la main, fixant à nouveau ce vieux message de sa mère. J'espère que vous comprenez. J'ai ri d'un rire amer et creux. J'ai compris. D'accord. J'ai compris que l'amour conditionnel n'est pas de l'amour du tout. Ce jour-là, j'ai passé des heures à fouiller dans les tiroirs, les placards, les dossiers, à classer les documents, à déchiqueter les vieilles factures. J'ai trouvé une photo de Marlo le jour de ses 2 ans, le visage entièrement recouvert de glaçage, les bras levés comme si elle avait conquis le monde. Je l'ai encadrée et placée près de la porte d'entrée. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel du service de livraison confirmant que l'avis d'expulsion avait été posté. Élise avait ouvert la porte, ont-ils dit. Aucun mot n'a été prononcé. Échange. Elle prit l'enveloppe et ferma la porte. Cette nuit-là, j'ai dormi 6 heures d'affilée pour la première fois depuis l'appel de l'hôpital. Je n'ai pas rêvé. Je ne me suis pas retourné. Je me suis réveillé avec la main toujours sur la poitrine, comme si je tenais quelque chose en sécurité dans le noir. Le lendemain matin, j'ai ouvert une nouvelle discussion et j'ai tapé un message à ma femme, mais je ne l'ai pas envoyé. Au lieu de cela, j'ai tout simplement supprimé la discussion, car je n'avais pas besoin de sa réponse. Il ne s'agissait pas de réconciliation ou de vengeance. Il s'agissait de prendre du recul, de récupérer ce que je n'aurais jamais dû demander. Élise avait 48 heures. J'avais tout le temps nécessaire pour me reconstruire. Et pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement par où commencer. On a frappé à 9h04. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine Élise ouvrir la porte d'entrée de la maison de ma mère, la mienne, et j'ai trouvé 2 policiers en uniforme debout sur son porche. L'un lui a tendu l'enveloppe, tandis que l'autre se tenait en retrait, les bras croisés, passif. Élise elle plissa les yeux sur les documents, puis leva les yeux comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un surgisse et dise « Je t'ai eu ». Mais personne ne le fit. Il n'y avait pas d'équipe de tournage, juste le calme de l'aube, la béquille d'une mangeoire à oiseaux se balançant au vent, et moi, debout de l'autre côté de la rue dans ma voiture, moteur éteint, à regarder la scène se dérouler. Elle cligna des yeux 1 fois, 2 fois, puis laissa échapper un rire sec et stupéfait et dit quelque chose que je n'entendis pas, mais que je lisais assez bien sur les lèvres. « Et Carter ?» demanda-t-elle en regardant au-delà des policiers comme si elle me devinait. « C'est mesquin. » Je sortis de la voiture et traversai la rue, les mains dans les poches de ma veste, l'enveloppe déjà remise. « Non », dis-je en arrivant devant son porche. « C'est légal. » Je ne criais pas, ne protestais pas, restais là, planté là, à laisser le silence faire son œuvre. Élise me fixa comme si une deuxième tête m'était apparue. « Je suis ta belle-sœur, dit-elle, une pointe d'incrédulité dans la voix, comme si cela devait avoir de l'importance. Tu fais ça à ta famille. J'ai incliné la tête. Tu n'étais pas à l'enterrement. Tu n'étais pas à l'hôpital. Tu n'étais nulle part où elle avait besoin de toi. Tu as clairement exprimé depuis longtemps la valeur de ta famille. Avant qu'elle puisse répondre, une Lexus argentée s'est arrêtée, les pneus grinçant sur le gravier de l'allée comme dans un western à petit budget. Ses parents en sont sortis, sa mère portant des perles et son père déjà rouge de rouge. Myriam s'est dirigée vers moi d'un pas décidé, un sac à main se balançant comme s'il était armé. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle craqué. « Qu'est-ce que tu fais, Carter ?» Je reprends ce qui m'appartient, ai-je dit d'un ton sec. Frank n'a pas dit un mot. Il est resté planté derrière elle, les bras croisés, la mâchoire serrée, comme s'il regardait la météo se déchaîner. Typique. On ne peut pas expulser sa propre famille, a sifflé Myriam. Je ne peux pas, ai-je dit. Et je l'ai fait. Cette maison était un cadeau, intervint Élise en agitant les papiers comme un dessin d'enfant. Tu me l'as donné. Non, je t'ai donné les clés.
Je ne t'ai jamais donné l'acte de propriété. J'en ai sorti une copie pliée de ma veste et je l'ai brandie. Et à moins que tu n'aies imité ma signature, et je doute que tu aies été aussi stupide. Tu n'as aucun droit. Les yeux de Myriam se plissèrent. Tu instrumentalises le chagrin, dit-elle, transformant la tragédie en vengeance. Je reculai, presque abasourdi par l'audace. Instrumentaliser le chagrin, répétai-je. Incrédule. Tu veux dire, comme sécher les funérailles d'un enfant pour aller à une dégustation de vin? Tu veux dire, comme qualifier sa mort d'événement mineur et organiser une fête le même week-end? C'est ça qu'on appelle le chagrin maintenant? Élise croisa les bras. J'essayais de tourner la page. Elle avait 9 ans, dis-je d'une voix aiguë pour la première fois. Tu as emménagé chez sa grand-mère comme si tu l'avais mérité. Tu organisais des fêtes à l'endroit où Marlowe dessinait des fusées sur les murs. Tu as arraché son parterre de fleurs. Tu as peint par-dessus ses étoiles. Personne n'a dit un mot. Je me suis retourné pour partir. Carter, a crié Myriam, la voix plus basse maintenant. Là elle est partie. Rien de ce que nous ferons ne la ramènera. Je me suis arrêté, dos à eux. Le vent matinal faisait bruisser les buissons le long de l'allée, et j'entendais le tintement des flûtes de champagne d'Alisa par la fenêtre ouverte. Je me suis retourné lentement. Elle n'est pas partie pour moi, ai-je dit. Elle est partout. Elle est dans les dessins que tu as emballés et fourrés dans le garage. Elle est dans les fenêtres que tu as remplacées parce que la lumière était trop chaude. Elle est partout dans cette maison et je ne te laisserai pas l'effacer pour continuer à faire semblant d'avoir fait partie de sa vie. Myriam secoua la tête. Tu as perdu la tête. Non, dis-je en quittant le porche. J'ai retrouvé la lucidité. Cette nuit-là, j'ai installé de nouvelles serrures, pas seulement sur la porte d'entrée, mais sur toutes les portes, le garage, le sous-sol, l'entrée latérale. J'ai ajouté un clavier au portail arrière et vérifié que les lumières à détecteur de mouvement fonctionnaient. Monsieur Camp avait préparé les papiers de l'ordonnance restrictive au cas où la situation dégénérerait, et je n'allais pas prendre de risques. Les gens comme Élise ne partent pas sans bruit. J'étais à mi-chemin de l'installation des nouvelles caméras de sécurité lorsque mon téléphone a sonné. Un mouvement a été détecté dans le jardin. J'ai cliqué sur le flux. L'écran s'est illuminé avec des images granuleuses d'Élise escaladant la clôture latérale, une batte de baseball à la main. Elle portait leggings, baskets et cette même expression sauvage dont je me souvenais, la nuit où elle avait tenté de gâcher le 3e anniversaire de Marlowe en apportant un gâteau de remplacement juste parce qu'elle n'aimait pas le mien. Sauf que cette fois, elle ne souriait pas. Elle s'est dirigée droit vers la fenêtre du fond, celle à côté de la salle à manger, et l'a brisée. Le verre a explosé. Les alarmes ont hurlé. Mon téléphone s'est allumé, plein de notifications. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas paniqué. J'ai appelé les secours et je me suis assise sur le porche, téléphone à la main, attendant les sirènes. C'était un calme étrange, assise là, les coudes sur les genoux, à regarder les lumières rouges et bleues clignoter dans la rue. Un voisin a jeté un coup d'œil par la fenêtre. Un autre est sorti en pantoufles. Je suis restée assise. Les policiers l'ont menotté sans résister. Élise a crié quelque chose à propos d'injustice, de chagrin et d'avoir été poussée dehors. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. J'ai juste regardé la femme qui m'avait traité de mesquin tandis qu'on l'escortait en bas des marches de la maison qu'elle avait tenté de cambrioler. Un policier m'a regardé et j'ai hoché la tête. C'était tout. La porte claqua derrière eux. Je me suis levé et j'ai regardé autour de moi. Pas de chaos, pas de panique, juste la paix, teintée des traits acérés de la justice. Le chagrin ne se voit pas de la même façon sur tout le monde. Certains le portent comme de la cendre. D'autres le cachent dans le rire. D'autres encore le boivent dans des verres sans stime, devant des canapés couleur crémée. Des mensonges immobiliers. Mais moi, je portais la mienne comme une armure maintenant, et elle me allait parfaitement. Élise était menottée lorsque la lumière de sa véranda a brillé avec le reflet du métal. Elle ne pleurait pas quand ils l'ont mise à l'arrière de la voiture de police. Elle souriait comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Comme si elle pensait que c'était le premier acte d'un spectacle qu'elle avait déjà répété, et non la conséquence d'une limite qu'elle avait franchie depuis longtemps. Ses parents étaient là, bien sûr. Son père, silencieux et le visage rouge, arpentait la boîte aux lettres. Sa mère, Myriam, criait aux policiers « On ne peut pas arrêter sa famille.
Le noir pendant que je m'assis sur le sol à côté de la vieille commode de Marlo, traversant les choses que je n'avais pas touchées depuis l'hôpital. Son télescope était toujours là. Une lentille a craqué de la dernière fois qu'elle l'a traîné sur le porche trop rapidement. Un cahier d'étoiles qu'elle nommait depuis des mois. Papa Star, Rocket Puddle, Elbow Nebula. Chaque page écrite dans cette écriture maladroite mais sérieuse, toujours débordant de merveilles. Personne à cette fête n'avait mentionné son nom. Pas une fois, pas en passant, pas dans le chagrin, pas même dans la courtoisie. L'arrestation d'Elisa, cependant, qui a eu toute leur attention. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une nouvelle tempête. Élise avait publié un montage vidéo sur Facebook. Pas un vrai de ses fenêtres fracassantes, bien sûr. Pas cette vérité, juste ses pleurs sur le porche, son mascara qui coule dans la façon dont seul le chagrin des médias sociaux le fait. Musique de fond, un morceau de piano doux. La légende disait, un peu de chagrin est venu en vague, certains dans les poursuites. Je l'ai regardé, presque impressionné par l'audace. Dans une séquence soigneusement éditée, elle a transformé un acte criminel en un appel public. Elle était là, encadrée contre le porche de ma mère comme une figure tragique, une victime, une femme privée de stabilité par un beau-frère amer et en deuil. Elle a même inclus une photo d'enfance d'elle-même et de ma femme, Armina RM. Les commentaires ont commencé à rouler en quelques minutes. C'est déchirant, Élise. Restez fort, fille. Certaines personnes ne savent jamais comment faire face à la douleur. Puis enfin, un ton différent. J'étais aux funérailles. Un commentaire lire. Ce n'était pas un chagrin qui manquait. C'était eux. J'ai cliqué sur le profil. Professeur de Marlo, Sarah Raymond. Elle était là dans le banc avant, retenant les larmes en parlant de la curiosité de Marlo, de son rêve de devenir astronaute, comment elle demandait si les extraterrestres avaient également des histoires au coucher. Le commentaire a eu une douzaine de likes en 1 heure. D'autres ont suivi. Une infirmière de l'hôpital. Il est resté aux côtés de Marlo tous les soirs. Je n'ai jamais vu aucun de vous là-bas. Un de mes voisins. Drôle comment vous étiez tous trop occupés pour les funérailles, mais pas pour la caméra. C'était comme un sacrement craquelé. Pas tout à coup, mais assez pour divulguer la vérité. La façade d'Élise, une fois si étroitement gérée, a commencé à s'effondrer en temps réel. Et je n'avais pas à dire un mot. Je n'ai pas eu à commenter. Je n'avais même pas besoin de me défendre parce que le chagrin, le vrai chagrin, n'a pas besoin d'une bande sonore ou d'un filtre. Il apparaît dans l'obscurité quand il n'y a personne à jouer. Il est avec vous dans des chaises d'hôpital lorsque votre enfant est trop faible pour parler et que vous baisez des berceuses juste pour avoir l'impression de faire quelque chose. Il apparaît dans les jours qui ont suivi la brosse à dents dans la tasse et vous ne pouvez pas vous résoudre à le déplacer. Élise ne savait pas ce chagrin. Ses parents non plus. Il ne semblait pas non plus, ma femme. À midi, Monsieur Camp avait soumis la paperasse de l'ordonnance d'interdiction. À 2 ans, la vidéo avait été retirée, probablement pas par choix. Des rapports s'accumulaient. Habitants regardaient. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est le silence des gens qui se sont appelés autrefois ma famille. Pas un appel téléphonique, pas un texte pour s'excuser, pour clarifier, pour demander comment j'étais. Juste un seul suivi de ma femme. Nous aurions dû gérer cela en privé. En privé. Comme la douleur de Marlo aurait dû être cachée dans les coins et chuchotée au gère. Comme mon chagrin était une question de discrétion. Comme les funérailles auraient dû être annulées parce qu'un bail avait une restauration. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert un dossier sur mon bureau intitulé Trousse. À l'intérieur se trouvaient des documents, l'acte, les images, les messages textes qu'Élise et ma femme avaient échangés, certains cruels, certains condescendants, tous réels. Je n'avais pas l'intention de les publier. Pas à moins que je ne le fasse. Mais ils ont existé maintenant et ils m'ont donné quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. J'ai éteint mon téléphone et je me suis assis au petit bureau de Marlo. C'était trop petit pour mes genoux, mais je m'en fichais. J'ai sorti une feuille de papier et j'ai commencé à écrire. Le cher a commencé le matin après la disparition de la vidéo d'Alisa. Le soutien public à elle s'était séché presque aussi vite qu'il était apparu. Mais je n'étais plus intéressé par leur réaction. J'étais intéressé par le sentier qu'ils ont laissé derrière eux, ce qu'ils pensaient que je ne prendrais jamais la peine de chercher.
J'ai ouvert mes services bancaires en ligne et j'ai fait défiler les années où j'avais cessé de prêter attention aux pages de transfert, d'autorisation, d'achats effectués à mon nom. Accusations dont je ne me souvenais pas, débits que je ne pouvais pas expliquer. Et puis ça m'a frappé comme une gifle sur le visage. Il y avait des transferts réguliers à mes beaux-parents. Petits au début, quelques centaines tous les 2 mois. Ensuite, ils sont devenus plus gros. L'un était étiqueté Myriam Médical. Un autre était Franck Auto. Il n'était pas détaillé. Je me drainage lentement pendant que je pensais que je payais des choses qui comptaient. Fourniture scolaire, stationnement à l'hôpital, épicerie pendant les semaines de chimio. J'ai continué à creuser. J'ai trouvé un bail de voiture au nom de ma femme. Puis une autre, à la fois pour les VUS de luxe, elle n'a jamais conduit. Je me suis souvenu de lui avoir posé des questions sur le deuxième véhicule une fois et elle l'a fait signe off. C'est un beau. L'aider juste avec le crédit. C'est une chose familiale. Une chose familiale. J'ai tiré toutes les déclarations des 3 dernières années et les ai disposées sur la table. Il a fallu des heures, des pages et des pages de transactions. Je les ai classées. Ménage, hôpital, traitement de Marlo. Mais il y a eu ceux qui se sont démarqués comme des ecchymoses, des visites de spa, des achats de boutique, un billet d'avion pendant les semaines, je me souviens avoir été trop fauché pour le gaz. C'est à ce moment-là que Noël s'est présenté. Il a frappé à la porte arrière avec un sac d'épicerie, et ce sourire fatigué et prudent qu'il portait toujours autour de moi maintenant, comme s'il ne savait pas si j'allais pleurer ou crier. « Tu dors du tout ?» demanda-t-il, plaçant le sac et lançant ses bottes. « Pas vraiment, dis-je. Mais je suis fonctionnel. Cela compte pour quelque chose. » Il a examiné la propagation des relevés bancaires. « Vous construisez un procès ou une machine à remonter le temps ? » Les deux, ai-je dit. Un pour annuler les dégâts. L'autre pour s'assurer que cela ne se reproduit plus. Noël s'est assis avec moi et a aidé à trier tout cela. Nous avons fait colonne. Besoin, luxe, mensonge. En un seul après-midi, j'ai regardé 3 ans de ma vie être mappés comme une scène de crime. Et quelque part entre le deuxième voyage d'Alisa à Miami et les dépenses de la boutique de Myriam, il est devenu clair qu'il m'avait siphonné comme si c'était dû. Alors que Marlo se battait pour sa vie, il vivait le leur sans retenue. Noël a parcouru les anciens emails que j'avais archivés. Il en a trouvé un d'un bail à ma femme daté pendant le sommet des traitements de Marlo. Ligne d'objet, il ne s'éloignera jamais. Le corps lu. Gardez-le simplement concentré sur les trucs de l'hôpital. Il est trop fidèle. Il ne remarquera même pas que la maison est fondamentalement la nôtre. Il n'est pas assez fort pour s'éloigner. Il ne le reprendra jamais. Je l'ai regardé. Mon nom dans la bouche comme une blague. Ma fidélité traitée comme une monnaie à échanger. J'avais toujours soupçonné qu'ils m'ont opposé, mais maintenant je savais qu'ils m'ont exploité. Noël posa une main sur mon épaule. Vous voulez toujours poursuivre des accusations ? Je veux pour poursuivre la clarté, j'ai dit. La maison était la première étape. Je l'ai agitée à la pile de papier. C'est tout le reste. Nous avons passé les prochains jours à tout cataloguer. Monsieur Camp m'a aidé à rédiger un affidavit. Un ami comptable judiciaire de Noël a examiné les documents et confirmé ce que je savais déjà. Fraude, abus de fonds, manipulation d'identité. Je n'avais pas seulement été généreux. J'avais été utilisé. Ce n'était pas seulement un bail. Ce n'était pas seulement Myriam. Ma femme avait connu. Elle avait signé les baux, autorisé les transferts de la banque. Une partie de l'argent utilisé pour leurs escapades de week-end était venue directement d'un fonds de santé que j'avais créé pour Marlo. Cela a brisé quelque chose en moi que je ne savais pas que je pouvais encore casser. Il ne s'agissait pas de l'argent. Il s'agissait du fait que pendant que je tenais la main de ma fille à travers des rondes de chimiothérapie, la femme que j'aimais était assise dans des bars à vin en riant avec sa sœur, en dépensant l'argent que j'ai économisé en sautant les repas et en vendant ma voiture. Je me souvenais clairement une nuit. Moi était assis sur un banc d'hôpital devant la chambre de Marlo. Je n'avais pas mangé depuis 13 heures. J'ai envoyé un texto à ma femme, « Pouvez-vous m'apporter quelque chose ? » Quelque chose ? Même une barre granola. Elle a répondu, bénéficielle. Fait. Lily est le genre de salon funéraire surutilisé et personne n'aime vraiment. Le genre Marlo a toujours dit sentait la tristesse adulte.
Ma femme se tenait sur le porche avant de l'appartement dans lequel j'avais emménagé. Petit, nu et calme, portant un maquillage comme une armure et un manteau que je lui ai donné à Noël dernier. Elle ressemblait à quelqu'un qui essayait de porter le passé comme un costume, prétendant qu'il convenait toujours. Je n'ai pas répondu à la porte tout de suite. Je l'ai juste regardée à travers le coup de pied, les mains tremblant légèrement alors qu'elle ajustait le bouquet, répétant probablement tout ce qu'elle venait dire. Le porche se sentait plus froid que d'habitude. Il avait plu ce matin. Les marches en bois étaient encore mouillées, l'air lourd avec le type de frisson qui s'installe sous votre peau et rend les fleurs aiguës. Quand j'ai finalement ouvert la porte, je n'ai rien dit. Je me suis simplement penché contre le cadre et j'ai attendu. Elle cligna des yeux, surprise par la façon dont le peu de moi était prêt à la rencontrer à mi-chemin. « Carter, dit-elle, douce, presque plaidant. Je pensais que nous pourrions peut-être parler. J'ai regardé le bouquet. Vos parents sont humiliés. Vous êtes venus parce que l'histoire a craqué et maintenant vous essayez de la remonter ensemble avant qu'elle ne se propage davantage. Ce n'est pas juste. Les funérailles de votre fille ne manquaient pas non plus. Ses yeux se levaient et je me demandais si c'était réel ou une partie de la performance dans laquelle elle était si bonne. Les mêmes yeux qui sont restés au sec le jour où je lui ai dit que la chimio de Marlo avait échoué. Les mêmes qui m'ont regardé fixement quand j'ai dit que nous devions commencer les soins palliatifs. Elle était ma fille aussi, Carter, chuchota-t-elle. Je suis ensuite sorti, fermant la porte derrière moi. Ne la laissant pas entrer. Pas dans l'appartement, pas dans l'espace que j'avais finalement taillé du gâchis. Vous ne pouvez pas dire cela maintenant, dis-je, debout à quelques centimètres. Vous avez perdu cela lorsque vous avez choisi une fête sur une tombe. Et elle était mon bébé, a-t-elle dit, la voix craquant. Alors pourquoi tu n'es pas là? J'ai demandé. Pourquoi ton chagrin n'était-il pas assez fort pour interrompre la playlist de ménage d'Elisa? Elle secoua la tête. Tu penses que je n'ai pas pleuré? Scène. J'ai atteint derrière moi et j'ai lentement fermé la porte d'entrée. Le clic de verrouillage plus fort que n'importe quel mot crié. J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai regardé une dernière fois. J'ai passé des années à vous donner la grâce, ai-je dit. Quand tu t'es éloigné, quand tu as menti, quand tu m'as quitté pour tenir la main de Marlo seule la nuit, quand tu m'as dit que j'étais trop émotif pour pleurer après son dernier souffle. Je vous ai donné tout l'espace dont vous aviez besoin, et vous l'avez rempli d'indifférence. Elle n'a pas répondu, regarda simplement le bouquet mouillé, tremblant maintenant dans ses mains. Cette maison, ai-je ajouté, va être quelque chose de mieux. Maintenant, nous avons déposé les documents de don ce matin. Ce sera un centre communautaire pour les parents en deuil, les salles de conseil, l'art-thérapie pour les enfants, les ressources pour les personnes qui n'ont personne. Sa tête se relevait. Vous le donnez? Non. J'ai dit, je lui donne un but. Elle recula un pas en arrière, les yeux écarquillés. C'est fou. C'était la maison de ta mère. C'est encore elle, dis-je. Et elle aurait détesté ce que vous avez transformé. Elle se tenait là pendant longtemps après cela, serrant les fleurs. Comme s'ils pourraient la racheter. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont allés lentement dans ses mains alors que le froid se glissait. Finalement, elle s'éloigna. Pas de mots finaux, pas de promesses, de retraite. Et je l'ai laissé. 1 heure plus tard, Monsieur Khan a appelé pour confirmer que le transfert avait été déposé. La propriété Westwick Land n'était plus sous mon nom. Il appartenait maintenant à une fondation qui le transformerait en quelque chose d'espoir, de guérison. Je suis sorti sur le porche maintenant calme et j'ai levé les yeux vers le ciel. Le vent avait repris. Les nuages s'étaient séparés juste assez pour que le soleil se brise dans des rayons dispersés. Je ne me sentais pas victorieux, mais je me sentais propre. Je ne brûlais pas leur monde. Je récupérais juste le mien. Et il ne s'était jamais senti plus creux, mais plus le mien qu'à ce moment. Le couloir de mon appartement était juste cela. Un couloir des murs blancs ordinaires, un porte-manteau qui se penchait toujours un peu à gauche. Un présentation éraflée à partir du moment où nous avions emménagé trop vite, faisant glisser des boîtes sans soin. Mais maintenant, c'était devenu autre chose, quelque chose de sacré, une galerie, un endroit où Marlo vivait toujours en fragments de couleurs. Ses dessins ont commencé à apparaître la semaine après avoir fait don de la maison. Au début, je les ai retirés du stockage juste pour me souvenir d'elle. Mais ce souvenir n'était pas suffisant. Alors, je les ai encadrés un par un. Cadre d'or, cadre en argent, magasin à $1 noir.
Cela n'avait pas d'importance. J'en avais juste besoin là où je pouvais les voir, où le monde pouvait la voir comme je l'ai fait. Il y avait une fusée avec des étoiles à paillettes, un tournesol avec chaque pétale étiqueté comme un jour différent de la semaine. Une photo de moi lui tenant la main. Sauf dans le dessin, mes mains étaient énormes et rondes, et ma tête avait la forme d'une pomme de terre. Au-dessus de celui-là, elle avait écrit « Mon papa rend les tristes jours meilleurs ». C'est celui qui m'a arrêté froid à chaque fois que je le dépassais. Les mots n'étaient pas dramatiques. Ils n'étaient pas poétiques, mais ils étaient les siens. Ils étaient vrais. À le moins ils l'avaient été. Je me suis retrouvé à regarder ce dessin particulier plus que je n'aurais dû. Certaines nuits, je me tenais là pendant 20 minutes, les bras croisés, penchant contre le mur, laissant mes yeux se brouiller jusqu'à ce que les lignes de crayon se ramollissent. Je n'essayais pas de revivre quoi que ce soit. Je n'essayais même plus de pleurer. J'essayais juste de garder la preuve qu'elle était ici et que qui j'avais été pour elle comptait toujours, même si tout le reste autour de moi s'était effondré. Cet après-midi, une lettre est arrivée. Pas un email, pas un SMS. Une vraie lettre manuscrite en imprimé inégal repliée dans une enveloppe rose décorée d'autocortiers de licornes et de fraises. Je l'ai presque manqué. Pris entre 2 factures et un dépliant pour une pizza que je n'avais jamais essayée. C'était de Lily. Elle vivait à côté, une fille calme, peut-être 8 ou 9, avec un bégaiement et une habitude de me regarder arroser mes plantes de balcon derrière ses rideaux. Sa maman nous avait présenté une fois. Une vague rapide dans le couloir suivie d'un silence maladroit. Je n'ai jamais su parler aux enfants après Marlo. Chacun d'eux se sentait comme une fenêtre sur quelque chose que j'avais perdu. Mais cette lettre, elle m'a frappé différemment. Cher Monsieur Carter, ça a commencé. Écrit en stylo gel violet. J'ai vu les étoiles dans votre couloir. Ma maman a dit que c'était vos filles. Je pense qu'ils sont très jolis. Mon préféré est celui avec la fille au cap, cela m'a fait sourire. Donc, je vous ai aussi attiré une photo, parce que mon papa dit que quand vous manquez quelqu'un, le dessin aide. J'espère que vous souriez aussi. Plié à l'intérieur était un croquis de crayon d'un homme de figure de bâton avec une petite fille lui tenant la main. Tous deux portant des capes de super-héros. En dessous, elle avait écrit « Tu m'as fait sourire ». J'ai serré le dessin comme si c'était du verre, comme s'il pourrait disparaître si je ne le tenais pas correctement. Pour la première fois depuis des semaines, la douleur en moi n'avait pas l'impression que cela me traînait. C'était utile. J'avais l'impression que l'offre se remodelage dans quelque chose que je pouvais encore porter. J'ai encadré l'image de Lily ce soir-là et je l'ai placée juste à côté du dessin de dragon de rire de Marlo. 2 filles avec des capes, un souvenir, un cadeau. Plus tard dans la soirée, je suis allé rendre visite à Marlo. Le cimetière était silencieux, pas de vent, pas d'oiseaux, juste le bruit des feuilles brossant la pierre. J'ai apporté des marguerites, de vraies cette fois. Pas lit, pas des excuses enveloppées dans du cellophane. Juste les fleurs qu'elle a toujours cueillies dans le parc et fourrées dans des bouteilles de jus vides. Je me suis agenouillé près de son marqueur, en brutant quelques brindilles tombées. Les étoiles gravées autour de son nom étaient portées maintenant, mais je les ai quand même tracées, comme si mes doigts pouvaient les ramener à la vie. J'ai une lettre aujourd'hui, murmurai-je. De Lily. Elle aimait vos dessins, a déclaré qu'ils l'ont fait sourire. Le vent s'est légèrement repris, soulevant le bord du papier que j'ai apporté avec moi. J'avais écrit une nouvelle lettre pour elle. Je ne l'ai pas lue à haute voix. Certaines choses sont destinées juste pour le calme. Alors que j'étais assis là, j'ai pensé à toutes les choses qui avaient disparu. La maison, le mariage, l'illusion de la famille. Mais j'ai aussi pensé à ce qui avait survécu. La joie de Marlo, son art, la version de moi qui existait quand elle m'a regardé et a dit « Vous êtes la meilleure partie de ma journée ». Je n'avais pas été cet homme depuis longtemps. Mais peut-être, juste peut-être, je pourrais être à nouveau. Alors que je me tenais pour partir, j'ai placé le dessin de Lily dans une manche en plastique et je l'ai épinglé à côté des marguerites directement contre la pierre. Laissez le monde voir que même dans le gâchis, la beauté a encore grandi. Même dans le chagrin, quelqu'un d'autre pouvait trouver de la lumière. De retour à la maison, j'ai marché lentement dans le couloir. Arrêté devant chaque dessin. La voix de Marlo résonnait dans ma tête, non pas comme un fantôme, mais comme un rappel. Tu m'as fait sourire aussi. Firefly, chuchotai-je. Je me suis avéré les lumières, mais la lueur dans les étoiles sombres que j'avais collées au plafond il y a des semaines.
Les stars de Marlowe se sont allumées faiblement. Pas brillant, pas audacieux, mais assez. Assez pour passer. Assez pour recommencer. Le centre communautaire sentait la peinture et l'espoir frais. Il y avait encore de la sueur dans les coins et l'une des plafonds. De la salle d'art sinait faiblement, mais elle était ouverte, officielle, vivante. La Welly's a versé du vin pour des étrangers qui la connaissaient à peine, se tenaient maintenant des étagères de fournitures artistiques, de crayons de couleur, de bâtons de colle, d'acrylique et de bacs en plastique. Le salon où se tenait la cabine d'antiquité de ma mère avait été dégagé et transformé en un cercle de sacs de haricots et de tables basses. Sur le mur au-dessus, il pendait un panneau peint par un volontaire. Chagrin à travers l'art, honorant Marlowe. Je me tenais à l'entrée pendant longtemps ce matin-là, le café dans une main, mon autre a farci profondément dans ma poche comme si j'avais peur de changer d'avis. Quelques parents ont erré en incertaine comme s'ils ne savaient pas si c'était bien d'être vus ici, vulnérables. Certains tenaient les mains d'enfants qui gardaient les yeux bas et les voix plus bas. Le chagrin fait ça. Fait les gens se rétrécir jusqu'à ce que quelqu'un le montre qu'il est sûr de prendre de la place. Noël se tenait derrière une table pliante dans le coin, saluant les gens à leur arrivée. Il a attiré mon attention, leva une main et j'ai fait un signe de tête serrée. Il était le seul à savoir ce que ce moment signifiait pour moi, ce que cela a coûté. Je n'avais pas prévu de parler, mais quelqu'un m'a demandé. Une femme dont le fils avait perdu son jumeau dans un accident de voiture. Elle serra la main si étroitement que je me demandais s'il pouvait encore sentir ses doigts. Cela aiderait, a-t-elle dit. Juste entendre quelqu'un qui a réussi. Alors je suis monté. Pas de scène, pas de microphone, juste un cercle de chaises pliantes et le murmure silencieux de tristesse pressée contre la guérison. Je m'appelle Carter, dis-je. Il y a 3 mois, j'ai enterré ma fille Marlowe. Elle avait 9 ans. Elle aimait les crêpes avec trop de sirop, portait des capes à l'école chaque fois qu'elle pouvait s'en tirer, et pensait que chaque star de tir était un souhait signifié juste pour elle. Quelques personnes ont souri. Elle m'a appris à revoir le monde. Pas seulement les parties brillantes. Tout cela. Elle a fait ressembler la tristesse à quelque chose de temporaire, comme de la pluie. Il vous suffit d'attendre. Je me suis arrêté, j'ai regardé le groupe. Certains ont hoché la tête. Un homme ferma les yeux. J'ai perdu plus qu'elle. J'ai continué. J'ai perdu mon mariage, mon sens de la famille, ma confiance dans les gens que je pensais rester à côté de moi quand les choses ont devenu dures. Mais d'une manière ou d'une autre, cela s'est produit. Cet espace, cette pièce, vous. Quelqu'un toussa doucement. Un enfant s'est dessiné sur un tampon dans le coin avec une concentration tremblante. Une petite fille chuchota quelque chose à son père et il lui frotta doucement le dos. Je ne suis pas entier, dis-je. Mais je suis debout, et parfois ça suffit. Il n'y avait aucun applaudissement, juste le silence. Et pour une fois, c'était sain. Après l'atelier, j'ai aidé un garçon du nom de Kyle à nettoyer un pot de marqueur renversé. Il n'a pas dit grand-chose, mais quand je lui ai tendu une serviette en papier, il m'a regardé et a dit « Votre fille aimait les étoiles. » Ouais, dis-je, à genoux à côté de lui. Elle pensait que ce ne sont que des rêves qui attendaient d'être pris. Il hocha la tête. Ma sœur aimait les nuages. Elle disait que c'était des oreillers pour les anges. Cette nuit-là, je me suis assis seul sur mon porche d'appartement. Une tasse de thé cuit à la vapeur dans mes mains, et le ciel s'étendait largement au-dessus de moi, parsemé de piqûres d'épingles de lumière. La lavande s'est répandue à l'horizon au coucher du soleil. Sa couleur préférée. Le porche était calme mais pas vide. La pièce n'est pas venue avec un cri ou un grand geste. Il est venu comme ça, régulier, gagné, réel. J'ai pensé aux derniers mois. Sur la facilité avec laquelle je me laisserais devenir une ombre dans la vie des autres. Comment je me suis penché en arrière pour les gens qui ne pouvaient pas être dérangés de s'agenouiller à côté de la tombe d'un enfant. Comment j'avais excusé la trahison au nom de la famille. Et comment même dans tout cela, j'avais retrouvé mon chemin vers moi. Je n'étais plus l'homme qui a supplié. Je n'étais pas l'homme qui est resté silencieux pendant que d'autres riaient de mes dépens. Je n'étais pas le mari qui s'est rendu plus petit pour éviter qu'on me dise qu'il était trop. J'étais le père qui est resté. J'étais l'homme qui a construit quelque chose quand ils ont essayé de me démolir. J'étais la personne qui a transformé une maison de douleur en maison pour la guérison. Et quelque part dans les étoiles, je croyais que Marlowe avait vu ça.
Peut-être qu'elle a vu les enfants dessiner des roquettes et des soleils et de la tristesse avec des crayons dans la pièce qu'elle s'appelait autrefois. Peut-être qu'elle savait que son héritage n'était pas dans la façon dont elle est décédée, mais dans la façon dont je vivais après elle. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé le